Lorsque l'hiver enveloppe l'Alaska, le monde semble retenir son souffle. La lumière pâle glisse sur les montagnes gelées et la terre entière s'immerge dans un silence bleu profond. Ici, le froid ne se contente pas de descendre. Il façonne la vie, impose son rythme et transforme chaque paysage en un désert cristallin. Le vent transporte des étincelles de glace et chaque battement de feuilles mortes résonne comme un écho lointain de l'été disparu. Pourtant, au cœur de cette immensité glacée, la vie continue de se frayer un chemin. Les loupes s'organisent dans la neige profonde, les loutres glissent entre les blocs de glace, et les aigles suivent les moindres mouvements qui brisent l'immobilité du paysage. Dans ce royaume d'hiver, chaque créature doit économiser son énergie, anticiper le froid, et trouver sa place dans un environnement qui ne laisse aucune marge d'erreur. Bienvenue dans l'Alaska sauvage, une survie impitoyable au cœur du territoire des prédateurs glacés. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour profiter des dernières vidéos. Allez, c'est parti! L'Alaska est un territoire de plus de 1 700 000 km² situé entre l'océan Arctique, l'océan Pacifique et le Canada. Avec une taille plus de 3 fois supérieure à celle de l'Espagne, l'Alaska est un vaste territoire composé de forêts boréales interminables et de toundras glacées, pleines de montagnes qui semblent toucher le ciel. En Alaska, il y a environ 100 000 glaciers, qui occupent en 4% de sa superficie. Lorsque la température, étonnamment, n'est pas en dessous du point de congélation, toute cette eau se déverse dans un vaste réseau hydrographique de plus de 94 grands lacs et 10 000 rivières. Le climat de l'Alaska est sans aucun doute un défi pour la vie. Situé près du cercle arctique, les hivers sont glaciales, avec des températures qui peuvent descendre jusqu'à moins 50 degrés Celsius, et les étés ne sont que de courts passages, à peine existants pendant la majeure partie de l'année. L'Alaska est un royaume blanc recouvert de neige, où le froid extrême est constant et les ressources aussi sont rares. Cependant, au milieu de cet écosystème hostile, où la vie est censée être presque impossible, vivent plus de 100 espèces de mammifères et 500 espèces d'oiseaux. Des créatures gigantesques comme le grand ours noir ou le caribou, aux petits êtres comme la musaraigne pygmée, la diversité de sa faune est tout simplement unique sur la planète. Entourée par de vastes océans, la faune marine de l'Alaska est tout aussi impressionnante que les habitants des forêts blanches. Les côtes de l'Alaska sont gardées par les baleines, les otaries et les tortues. Bien qu'il soit poétique de dire que dans ce royaume de glace, tous les animaux vivent en parfaite harmonie, la vérité est que lorsqu'il s'agit du monde animal, le thermomètre en Alaska s'emballe, devient dramatique. Dans un environnement aussi rude, les affrontements sont monnaie courante. Les grands prédateurs se battent pour leur proie, tandis que les herbivores doivent littéralement chercher de la nourriture sous les pierres. Dans ce tableau impitoyable de l'Alaska, chaque espèce a choisi sa propre façon de survivre. Et au milieu de la toundra glaciale, où l'herbe est rare et les vents violents, l'une des preuves les plus vivantes de la capacité d'adaptation est le bœuf musqué, une créature ancienne qui subsiste depuis la dernière période glaciaire.
Avec son corps massif, aucune tanière n'est assez grande pour contenir une créature pesant jusqu'à 400 kg, comme le bœuf musqué. Il est donc contraint d'affronter directement le rude hiver sur la toundra exposée au vent et à la neige. Le nom bœuf musqué vient de l'odeur musquée caractéristique sécrétée par ses glandes salivaires pendant la saison des amours, un signe de force et de fertilité. Cette bête antique a survécu depuis la dernière période glaciaire grâce à son pelage double particulier, une couche extérieure épaisse et grossière et la couche intérieure appelée kiviut, l'une des fibres naturelles les plus chaudes au monde, 8 fois plus chaude que la laine de mouton. Grâce à un métabolisme optimisé, le bœuf musqué maintient une température corporelle stable d'environ 38 degrés Celsius, même lorsque la température extérieure peut chuter jusqu'à moins 40 degrés Celsius. Sa paire de longues cornes spiralées et incurvées, qui peuvent atteindre 1 mètre, n'est pas seulement une arme dans les combats pour le droit de se reproduire, mais aussi un symbole de pouvoir et de longévité dans le troupeau. En été, ils errent généralement autour des zones humides et des vallées phytofluviales, où la végétation est luxuriante. Mais lorsque l'hiver arrive, ils se déplacent envers des terres plus élevées pour éviter les couches de neige épaisses, une stratégie de survie unique. Là, bien que le vent froid soit plus violent, la neige est plus mince, ce qui leur permet de trouver plus facilement de précieuses sources de nourriture comme le lichen, la mousse et l'herbe sèche. Un individu adulte a besoin d'environ 6 kg de nourriture par jour. Grâce à son odorat aiguisé, le bœuf musqué peut détecter le tapis d'herbe enfoui sous une couche de neige pouvant atteindre 60 cm. Dans ce monde rude, chaque brin de mousse ou touffe d'herbe est de l'or vert pour la survie. Ils régurgitent souvent leur nourriture pour la remâcher, exploitant au maximum chaque parcelle d'énergie rare de l'hiver. Bien qu'il ne hiberne pas, l'animal tombe parfois dans un état appelé hibernation debout, où il est presque immobile, réduisant considérablement son rythme cardiaque pour économiser de l'énergie. Lorsque les blizzards font rage, tout le troupeau s'allonge au sol, tournant le dos à la tempête de neige, formant un mur de fourrure vivant. Un bouclier protégeant la vie au milieu de la terre morte. Le bœuf musqué est une espèce très sociale. Il vit en troupeaux de 12 à 24 individus et en hiver se rassemble parfois jusqu'à 60 bêtes pour se défendre collectivement contre les prédateurs comme le loup gris ou l'ours polaire. La structure du troupeau est clairement hiérarchisée. Les mâles dominants occupent généralement la position centrale, protégés par les femelles en périphérie. Les mâles adultes se montrent parfois agressifs, se percutant à des vitesses de collision allant jusqu'à 60 km/h, créant des bruits assourdissants à travers la toundra glacée. Lorsqu'un conflit éclate, le perdant quitte souvent le troupeau et commence une vie solitaire, un voyage fier et plein de défis. Des étendues glacées du Groenland aux champs venteux de l'Alaska, le bœuf musqué reste un symbole de force, de résilience et de l'extraordinaire capacité d'adaptation de la vie dans les régions polaires. Aujourd'hui, selon les données du Conseil de l'Arctique de 2025, la population mondiale de bœuf musqué est estimée à environ 170 000 individus, concentrés principalement en Alaska, au Canada et au Groenland. Bien qu'il ne soit toujours pas classé comme préoccupation mineure par l'UICN, l'espèce devient plus sensible au changement climatique, car la glace fond et les hivers deviennent erratiques, modifiant tout l'écosystème dont il dépend.
Protégeons ensemble le bœuf musqué, une espèce du froid menacé. Laissez votre commentaire pour soutenir le message de conservation. Toutes les créatures sauvages ne souffrent pas pendant l'hiver rigoureux de l'Alaska. Certaines espèces, au contraire, en vivaient plutôt confortablement au milieu du froid. Pour le castor d'Amérique du Nord, le secret pour survivre dans l'une des régions les plus froides de la planète est une préparation minutieuse et une ingénierie remarquable. Alors que les prédateurs se démènent dans le froid glacial à l'extérieur, les castors avisés se blottissent dans leur gîte chaud, ayant stocké suffisamment de nourriture pour tout le long hiver. Tout ce confort est le fruit de nombreuses semaines de travail acharné en automne. Tel un charpentier talentueux, le castor passe les jours avant la couverture de neige à abattre des arbres et des buissons dans la forêt boréale. Avec 4 incisives de 3 cm de long, le castor peut ronger un arbre de 15 cm de diamètre en quelques minutes seulement. Chaque tronc abattu est traîné jusqu'à sa construction, les barrages et les gîtes complexes que le castor construit lui-même. Lorsque l'hiver arrive, leur seul objectif est de terminer leur abri. Une forteresse sous-marine où la nourriture et la sécurité sont absolument garanties. Leur fourrure épaisse, brillante et imperméable agit comme un manteau naturel qui les aide à rester au chaud, même lorsque la température extérieure descend jusqu'à moins 40 degrés Celsius. La queue plate et large de 15 cm sert de réserve de graisse, tout en aidant à l'équilibre et à signaler le danger en claquant fortement sur l'eau. Cependant, pour survivre au milieu de l'hiver en Alaska, un simple repas ne suffit pas. Étant une espèce sans griffes ni vitesse, le castor a besoin d'un abri parfait. Grâce à ses capacités de conception innées, il se transforme en véritable ingénieur écologique, construisant des gîtes complexes de 3 mètres de haut et 6 mètres de large, pouvant abriter 10 individus vivant ensemble. Les gîtes sont construits près de lacs ou de rivières pour que l'entrée reste sous la surface de l'eau, à l'abri des ennemis comme le lynx, le loup gris ou l'ours brun. Lorsque la glace s'épaissit en hiver, la couche de glace à l'extérieur du mur du gîte devient un isolant naturel, maintenant la température intérieure constante autour de 15 degrés Celsius, suffisant pour que le castor puisse vivre sans hiberner. Leur principale source de nourriture est constituée de branches de saule, de bouleaux et de peupliers stockés sous l'eau. Pendant la saison froide prolongée, si la nourriture vient à manquer, le castor peut consommer à nouveau ses excréments pour absorber au maximum les nutriments restants. Une tactique certes dure, mais extrêmement efficace dans le biotope de l'extrême nord. Ce qui est surprenant, c'est qu'au lieu de dévaster la forêt, le castor joue un rôle important dans la régénération de l'écosystème. Les barrages qu'il construit aident à purifier le débit, à retenir les sédiments et à créer de nouvelles zones humides, où d'innombrables espèces de poissons, d'oiseaux et d'insectes prospèrent. Grâce à cette capacité de conception, le castor est surnommé l'ingénieur de la nature. Par son intelligence, sa persévérance et sa capacité à transformer son environnement, le castor prouve que, dans la vie sauvage de l'Alaska, la préparation et l'intellect sont parfois plus puissants que les crocs. Si le castor est le symbole de l'intellect et de la capacité à créer un environnement pour survivre à l'hiver, à l'opposé de l'écosystème, la vie choisit une autre voie, l'union et la chasse.
Vivre en meute signifie suivre une discipline et une hiérarchie stricte, mais pour le loup arctique, cela apporte également un avantage vital. Sur la toundra blanche, où le vent froid pénètre jusqu'aux os et les proies se sont clairsemées, la force collective est la clé de la survie. Bien que la taille imposante du bœuf musqué rende la plupart des prédateurs prudents, lorsque la faim dépasse les limites, il y a toujours ceux qui osent tenter leur chance. Et dans ce monde, le loup arctique est le plus courageux et le plus tenace. Il suffit d'entendre le hurlement résonner dans le froid de la nuit pour que toute créature solitaire comprenne que le prédateur approche. Une meute de loups comprend généralement de 6 à 10 individus, se coordonnant étroitement à chaque mouvement. Lorsqu'ils repèrent leur cible, ils encerclent la proie, coupent les voies d'évasion et attaquent avec une tactique parfaite. Dans ce monde sauvage, une chasse réussie peut décider de la survie de toute la meute pendant de nombreux jours d'hiver. Un loup arctique adulte peut consommer jusqu'à 9 kg de viande en un seul repas. C'est pourquoi les grandes proies comme le bœuf musqué ou le caribou arctique sont toujours la récompense la plus précieuse. Lors de ces rares festins, même les os ne sont pas gaspillés. Lorsque le repas est terminé, il ne reste que des traces de pas s'estompant dans la neige et le vent froid emportant toutes les traces. Mais l'hiver en Alaska n'est pas toujours généreux. Lorsque les proies se font rares, le loup arctique est contraint de changer de stratégie. Il chasse les lemmings, les lièvres arctiques et même les jeunes oiseaux de mer pour survivre pendant les mois rigoureux. Dans ces moments difficiles, la nourriture ne suffit pas à tous et la loi cruelle de la survie se fait entendre. Le fort mange en premier, le faible attend. Cependant, malgré toute sa rigueur, le loup arctique maintient une cohésion de meute rare dans le règne animal. Ils partagent la chaleur pendant les nuiteux de blizzard, surveillant les petits et protègent ensemble leur territoire de plusieurs centaines de kilomètres carrés contre les intrus. Des terres du Svalbard aux prairies glacées de l'Alaska, le loup arctique n'est pas seulement un symbole de force et de courage, mais aussi une preuve vivante de l'extraordinaire capacité d'adaptation de la vie dans l'extrême nord de la Terre. Selon une étude de l'Alaska Department of Fish and Game de 2025, la population de loups dans l'état de l'Alaska est estimée à environ 8000, 11 000 individus, la plupart concentrés dans les régions du Nord et la toundra arctique. Bien qu'ils ne soient pas répertoriés comme espèces menacées par le UICN, des organisations telles que le WWF et l'IFAW avertissent tôt que le changement climatique réduit progressivement l'habitat de cette espèce. Au milieu des blizzards aveuglants, la meute de loups cherche refuge dans des grottes rocheuses, des crevasses ou des collines de glace. Là, ils se blottissent les uns contre les autres, corps contre corps pour se réchauffer, attendant que les vents froids passent. Le loup arctique te fait plutôt frissonner ou rêver ? Dis-moi ton ressenti en commentaire. L'une des meilleures choses qui puisse arriver à une meute de loups arctiques est de tomber sur un groupe de caribous migrant vers le sud. Ces cervidés quittent le nord glacial à la recherche de meilleures conditions climatiques lors de longs voyages à travers la toundra. Bien sûr, ils ne peuvent pas marcher indéfiniment et c'est à ce moment que les meutes de loups salivantes rêvent d'un repas de caribou exquis. Bien sûr, la tâche de chasser ces déserteurs n'est pas simple, car ils peuvent atteindre 80 km/h, plus rapide que le loup.
Pour cette raison, la clé du succès de la chasse réside dans la furtivité pour approcher un individu non vigilant. Souvent, les loups essayent et échouent à plusieurs reprises, ce qui les oblige à suivre le caribou dans sa migration sur des milliers de kilomètres. Bien sûr, après avoir essayé et réessayé, pour récompenser leur persévérance, un caribou finit généralement par succomber au long voyage et au stress constant d'être chassé par les loups et devient un repas substantiel d'environ 180 kg. Bien que l'attaque coordonnée de dizaines de canidés sauvages pesant chacun jusqu'à 80 kg puisse sembler infaillible, le loup arctique n'a qu'un taux d'efficacité de 10% lors de la chasse. Ce faible taux de réussite rend les jours d'hiver souvent longs et marqués par la famine. Après chaque chasse réussie, le loup arctique doit faire face à un défi encore plus grand, la survie dans le froid brutal de la toundra de l'Alaska. Lorsque la température descend à moins 50 degrés Celsius, aucune fourrure ne peut résister parfaitement. À l'extrémité de la Terre, il n'y a pas de magasin vendant des manteaux de cuir, et seule la nature leur fournit le seul moyen de survivre, la volonté et l'instinct. Au milieu des blizzards aveuglants, la meute de loups cherche refuge dans des grottes rocheuses, des crevasses ou des collines de glace. Là, ils se blottissent les uns contre les autres, corps contre corps pour se réchauffer, attendant que les vents froids passent. Dans leur sommeil fugace au milieu du linceul blanc, ils rêvent peut-être des rares jours d'été de l'Alaska, lorsque le faible soleil illumine la terre qu'ils appellent leur foyer. Lorsque l'hiver recule et que le soleil commence à réapparaître à l'horizon, une nouvelle saison s'ouvre également, la saison des amours. Contrairement à de nombreuses autres espèces, où la saison de reproduction est un moment de luttes acharnées, la meute de loups arctiques suit un ordre étonnant. Seul le couple dominant, le mâle et la femelle alpha, est autorisé à se reproduire. Ce n'est pas un privilège de pouvoir, mais une stratégie de survie. Dans une terre aussi dure que l'Alaska, élever trop de petits épuiserait toute la meute. Normalement, la louve alpha ne donne naissance qu'à 2 ou 3 petits par an. Ces petites vies, à la naissance, ne pèsent qu'environ 500 grammes, sont complètement aveugles et sourdes. Mais dès le premier instant, elles sont protégées par toute la meute. Les autres loups se relaient pour monter la garde, chasser et garder le gîte au chaud, prouvant un esprit de solidarité rare dans le monde des carnivores. Après environ 5 semaines, les louveteaux ouvrent les yeux, font leurs premiers pas et commencent à s'habituer au monde froid de l'extérieur. Au 3e mois, ils peuvent rejoindre la meute pour de courts voyages, apprenant à chasser, à se déplacer et à vivre selon l'ordre de l'espèce. Quelques années plus tard, ces jeunes loups deviendront adultes, quittant la meute ou perpétuant leur lignée, emportant avec eux le souvenir des hivers longs et interminables, où la seule chaleur venait de la famille, de l'union et de l'instinct de survie. Sous le ciel blanc de l'Alaska, le loup arctique n'est pas seulement le prédateur ultime, mais aussi une preuve de l'affection, de la discipline et de l'instinct de protection de l'espèce le plus fort de la région polaire. Dans les océans gelés qui entourent le plateau continental, une lutte pour la survie animale se déroule également. Dans les eaux de l'Arctique, un phoque s'enfuit à toute vitesse. Mais cette fois, l'hiver n'y est pour rien. Une explication plus simple est qu'une orque de près de 5 tonnes essaie de faire du phoque sa proie.
Incorrectement appelée baleine tueuse, l'orque n'est ni plus ni moins que le plus grand dauphin du monde. Avec une taille colossale pouvant atteindre 9 mètres de long, l'orque terrorise ses proies sur la côte de l'Alaska toute l'année. Presque aucune espèce marine ne peut échapper au régime alimentaire nutritif de l'orque, du poisson comme le saumon abondant au calmar ou même aux mammifères comme les otaries. En fait, alors que d'autres espèces s'enfuient frénétiquement à la vue d'un grand requin blanc, l'orque le considère comme une proie potentielle. Avec un estomac capable d'avaler jusqu'à 130 kg de viande par jour, rien dans l'océan n'est en sécurité. Mais ce qui est pire pour une otarie que d'être chassée par une orque affamée, c'est d'être dans le viseur de tout un groupe d'une quinzaine d'individus. Les orques s'organisent généralement en pods vansiblés, en pods, des groupes spécialement créés pour la chasse. Malgré sa taille démesurée et une force de morsure dépassant les 80 000 newtons, dans un environnement aussi exigeant que l'océan Arctique, l'orque ne considère pas la force brute comme un moyen de chasse et préfère toujours agir avec un plan complexe. Grâce à un système de communication complexe comprenant des sifflements, des clics et des postures, l'orque planifie sa stratégie de chasse. Bien sûr, avant de se jeter sur sa proie avec ses redoutables dents de 10 cm, la première étape est de la localiser. Bien que l'orque ait une très bonne vision, elle n'est pas très utile pour chasser dans les eaux sombres de l'Arctique. Ce qui fonctionne très bien, c'est leur sonar biologique, grâce auquel elles peuvent donc détecter des objets dans l'eau, y compris des proies appétissantes. Une fois qu'elles ont localisé leur cible, il n'y a pas de temps à perdre et l'orque se dirige vers la proie. Elles peuvent utiliser de multiples techniques, car elles détiennent actuellement le titre du plus grand prédateur du monde. Lors de la chasse de bancs de poissons, se diviser pour attaquer sur plusieurs fronts est une tactique qui ne manque pas. Lorsque la proie santo est un phoque, l'orque devient un peu plus créative pour capturer une victime pesant jusqu'à 500 kg. En hiver en Alaska, de nombreux phoques passent la journée sur des icebergs. Ces endroits sont les préférés des orques pour utiliser leur technique de choc ondulatoire. En plongeant brusquement, l'orque agite l'eau autour de la glace, créant de petites vagues et secouant ce qui était l'abrissure du phoque. Après une série d'attaques, l'inévitable se produit et le phoque finit par tomber à l'eau, ce qui signifie une mort certaine. Bien qu'elles chassent la plupart du temps pour satisfaire leur appétit excessif, les orques dominent la côte de l'Alaska d'une main de fer et tuent même des espèces juste pour le plaisir. Un cas assez fréquent se produit avec les marsouins, où les orques les tuent non souvent, mais ne les mangent pas. De même, dans un jeu plein de cruauté, de nombreux potes d'orques encerclent souvent la proie et jouent avec elle pendant quelques minutes avant de la manger. Ces rituels comprennent le lancement de la proie en l'air, la frapper avec leur queue ou l'éperonner. On pense que ce comportement pourrait servir à éviter d'être blessé par les mouvements de la proie ou une sorte d'entraînement à la chasse pour les jeunes membres du pod. Bien que l'orque soit appelé le loup de mer en raison de son style de chasse en meute, similaire à la façon dont les prédateurs de la toundra blanche de l'Alaska travaillent en groupe, le fait qu'elle puisse tuer pour le plaisir contraste fortement avec l'abondance de proies dans l'océan par rapport à la rareté de l'hiver sur Terre, où les loups arctiques ne laissent même pas de restes de leurs victimes. Cette habitude de jouer avec la nourriture et parfois de laisser des restes dans l'eau est appréciée par d'autres espèces.
Alors que l'orque montre sa puissance en gaspillant même de la nourriture au milieu des eaux glacées, parfois les restes de ses proies, comme le phoque, finissent par nourrir des oiseaux désespérés qui sont victimes de la rareté apportée par l'été. Fondamentalement, c'est la loi de la vie. Tandis que ceux-ci jettent à la nourriture, d'autres mangent ses miettes. Cependant, tout est sur le point de changer à mesure que le calendrier avance. Les moins 50 degrés Celsius qui tourmentaient autrefois la faune sont devenus un 10 degrés Celsius beaucoup plus agréable, et les changements dans le paysage sont plus qu'évidents. La neige commence à fondre, les rivières dégèlent lentement et les fleurs éclosent. Le printemps est arrivé et avec lui, la nature récompense les survivants avec un autre visage de l'Alaska. Un Alaska où la végétation pousse partout et où chaque espace semble plein de plus de vie. Le pigargue à tête blanche vole désormais beaucoup plus librement vers de nouvelles destinations, où les nouvelles eaux lui apporteront des proies abondantes, ainsi que le retour de ses compagnons qui avaient émigré vers le sud. Le début du printemps ouvre un nouveau chapitre dans l'écosystème diversifié de l'Alaska. Des milliers d'animaux sauvages se réveillent après un sommeil profond, qui a duré des mois sans voir la lumière du soleil et sans même savoir ce qui s'est passé pendant les jours d'hiver glacial. L'une des espèces qui se réveillent après un sommeil réparateur est l'ours brun, grizzly. À peine sorti de sa tanière, l'abri qu'il avait construit pour l'hiver, l'ours s'émerveille de l'abondance qu'il trouve dans ce nouvel Alaska. Voir les jours de printemps ensoleillés signifie que toute la préparation qu'il a faite pour l'hiver a porté ses fruits. Avant que les rivières ne gèlent en raison des basses températures, l'ours s'est offert un festin absolu, consommant jusqu'à 40 kg de poissons par jour. Bien sûr, plus que de la simple gourmandise, tout cela faisait partie d'une stratégie savoureuse pour prendre du poids avant l'hibernation. En plus de prendre du poids, la préparation de l'ours brun comprenait également la construction d'un matelas confortable fait d'herbes et de petites branches. Si vous passez des mois à dormir, il vaut mieux être à l'aise. Après avoir passé si longtemps sans goûter à un saumon savoureux, pendant ses premiers jours de printemps, l'ours brun peut même ne peser que la moitié de sa taille d'avant la neige. Toute cette graisse a été consommée et il est temps de rompre le long jeûne avec un bon repas pour célébrer la fin de l'hiver. Meilleur exemple d'omnivore, l'ours brun est capable d'ajuster son régime alimentaire à presque tout ce que son habitat lui offre. En ces jours où la forêt et les rivières se remettent encore de la neige, le menu est simple mais nutritif. L'ours recherchera de tendres pousses, de grandes feuilles et de l'herbe abondante pour stimuler son appétit après des mois de faim. Avec l'augmentation des températures, la fonte de l'épaisse couche de neige lui apporte souvent de bonnes surprises, comme des carcasses de bœuf musqués qui étaient restées enfouies. La basse température a conservé la viande avec une grande fraîcheur, de sorte que l'ours brun se régalera d'un repas réchauffé avec une saveur fraîche. Après avoir passé si longtemps sans manger, personne ne peut reprocher à l'ours brun de passer la plupart de son temps à se remplir l'estomac avec tout ce qu'il peut. Bien sûr, déguster de délicieuses feuilles n'est pas la seule chose que l'ours brun a prévue pour cette saison. Avec toutes les fleurs qui donnent vie à l'écosystème de l'Alaska, pour l'ours brun, l'amour est dans l'air. Après des mois de solitude dans sa tanière, l'ours brun a très probablement rêvé de la compagnie d'une ours. Une fois la forêt dégelée, les désirs de l'ours brun sont satisfaits, car la saison des amours printanières commence. Ici, les mâles, pleins d'hormones et désireux de se reproduire, parcourent de longues distances jusqu'à ce qu'ils trouvent des femelles en chaleur qui seront séduites par leur charme.
Le mâle approchera la femelle en reniflant son urine. Après avoir localisé une femelle fertile, l'ours commencera sa parade nuptiale avec de courtes courses et en reniflant l'animal qui pourrait être la future mère de ses petits. Si l'ours accepte, ils s'engageront dans des jeux et des caresses, s'embrassant et se mordillant. Bien que le mâle soit sur la bonne voie, l'ours ne lui facilitera pas du tout les choses. L'accouplement n'aura lieu que lorsque l'ours se sentira prête, ce qui peut prendre même des jours de parade nuptiale. Lorsque le mâle obtient enfin ce qu'il veut, comme cela se produit chez d'innombrables espèces, il repart à la recherche de nouvelles femelles. Le mâle n'est pas prêt pour une relation sérieuse et préfère aller de fleur en fleur, élargissant sa lignée. En parlant d'agrandir la famille et de ne pas prendre de responsabilités, dans une autre partie de la forêt, exactement, des petits font leurs premiers pas hors de la tanière. Ayant 2 saisons de reproduction par an, le mâle ours brun se retrouve souvent dans cette situation particulière de chercher des femelles d'un côté, tandis que son ancienne partenaire s'occupe seule des petits de l'autre. Pour les femelles qui sont tombées enceintes lors de la saison des amours de la fin de l'été, les choses n'auraient jamais pas pu être plus simples, car elles ont donné naissance au milieu d'un hiver rigoureux. À ce moment-là, les petits ne pesaient que 350 grammes. Après avoir reçu l'allaitement et la chaleur de leur mère pendant les jours les plus froids de l'Alaska, les oursons sont prêts à explorer le monde, ou du moins à faire quelques pas dans les environs. Ils ont encore beaucoup à apprendre pour pouvoir s'éloigner de l'abri protecteur de leur mère ours. Bien que l'ours brun soit heureux de pouvoir enfin sortir de sa tanière après le long hiver de l'Alaska, il n'a pas vu la face la plus dure de ces basses températures. Alors que les forêts boréales dégèlent progressivement, le lynx du Canada se retire à l'ombre des arbres, écoutant le nouveau rythme de la vie qui reprend. Dehors, où la toundra s'étend jusqu'à l'horizon, une créature plus petite se prépare à son propre défi. Dans ce monde froid, le renard arctique commence son voyage pour trouver un endroit sûr où commencer une nouvelle saison de reproduction. Généralement, le choix de l'habitat du renard arctique se fera dans les esker, collines de sable glaciaires, des reliefs pleins de sédiments où les glaciers existaient autrefois. Bien sûr, pour qu'il s'agisse d'une propriété digne de sa famille, le renard arctique a du travail pour transformer quelques trous dans le sol en une véritable maison. Selon les études de l'UICN et de l'Alaska Geological Survey de 2025, la population de renards arctiques, Vulpes lagopus, dans toute la région arctique, est estimée à environ 110 000, 150 000 individus, avec la plus forte densité en Alaska et au Groenland. Bien qu'il ne soit pas actuellement répertorié comme espèce menacée, le changement climatique et le déclin de la population de lemmings réduisent son aire de répartition. Se souvenant encore des souvenirs d'un hiver rigoureux, le renard arctique continue de se préparer pour accueillir ses petits. Pour s'assurer que la femelle est en bonne santé pour la reproduction, il est préférable qu'elle mange bien. C'est là qu'une série de possibilités s'ouvre. Vivant dans l'écosystème printanier le plus accueillant de l'Alaska, le renard arctique a l'habitude de chasser tout ce que sa petite taille de 4 kg lui permet. Dans le régime alimentaire du renard, il y a de petits animaux comme le lemming, le campagnol et le lièvre. Si un oiseau s'aventure sur son chemin, il ne doute pas une seconde que le renard arctique, s'il le peut, ira le chercher. Les rivières, avec une végétation croissante, sont également une source de poissons nutritifs presque constante au printemps. Cependant, tout comme pour le lièvre qui influence grandement son comportement, le destin du renard arctique en Alaska est étroitement lié au lemming.
Lorsque ces petits rongeurs vivent en grand nombre près de l'habitat du renard, c'est comme une bénédiction du ciel. Une famille de 10 renards arctiques est capable de manger jusqu'à 60 de ces rongeurs par jour. Avec un estomac plein, le couple de renards arctiques peut concentrer toute son attention sur son avenir en tant que parent. Après une période de gestation de 52 jours, 4 ou 5 petits naissent en main. Ces petits, qui ne pèsent que 65 grammes, sont extrêmement fragiles et naissent sans pouvoir voir. Bien sûr, le couple de parents assumera la tâche d'élever ces petits en bonne santé et forts. Le renard arctique mâle est un exemple qu'il reste des pères responsables en Alaska et participe activement à l'éducation de ses petits. Après environ 4 semaines passées dans le confort du gîte, les petits seront prêts à sortir et à explorer le monde extérieur. Heureusement pour eux, ils sont nés au printemps, où les conditions permettent, même aux petits et fragiles, de faire de courtes promenades à côté de leurs parents. Mais il est important que les petits apprennent vite à ne pas s'éloigner trop de la sécurité relative de leur maison, car même si la famille a réussi à trouver un bon quartier au milieu de la faune de l'Alaska, il est presque inexistant. Les meutes de loups arctiques peuvent être un véritable problème pour la famille, tout comme le carcajou et le grizzly. Lorsque les attaques de ces prédateurs deviennent plus fréquentes, le renard n'hésite pas et décide de déménager dans un endroit qui lui apporte une plus grande sécurité. Heureusement, le renard s'adapte assez bien aux nouveaux habitats et parvient à ajuster son régime alimentaire à la nourriture disponible. Même dans un tournant quelque peu drastique de leur régime alimentaire, le renard arctique est capable de devenir végétarien temporairement et de manger des baies et des algues. Bien sûr, ils préféreront toujours un savoureux lemming pour sa haute valeur nutritionnelle. S'il est vrai que le renard arctique prend très au sérieux l'éducation de ses petits, il n'a pas le même respect pour les petits des oiseaux dans l'écosystème de l'Alaska. Si manger des œufs d'oiseaux était un sport, le renard arctique serait très probablement un athlète médaillé olympique, car il aime rôder autour des nids à la recherche de nourriture. Bien sûr, l'Alaska n'est pas seulement habité par de petits oiseaux. Si le renard arctique fait un mauvais calcul et se retrouve dans le mauvais nid, il pourrait le payer cher. Des oiseaux comme le harfang des neiges ou l'aigle royal ne sont pas du tout amusés lorsque quelqu'un attaque leur nid, et le renard arctique pourrait déguster l'un de ces derniers apéritifs. Et justement, en parlant de lacs, le dégel qu'apporte le printemps fait que toute la vie animale et végétale en Alaska revient. Des centaines d'espèces qui avaient migré vers le sud retournent vers leur zone d'alimentation et de reproduction, offrant un spectacle unique. Dans le cas des oiseaux, le ciel de l'Alaska ressemble à un terminal d'aéroport avec des milliers d'oiseaux, atterrissant pour profiter de l'eau et de la nourriture abondantes. Le cygne chanteur est précisément l'un de ces migrateurs qui se souvenait de son agréable coin de l'Alaska pendant tout ce temps. Avec l'arrivée du printemps, des milliers d'individus contraints à l'exil par les basses températures reviennent du sud pour profiter d'un paradis débordant de vie. Mais le cygne chanteur n'est pas n'importe quel oiseau. Cette espèce n'est ni plus ni moins que l'oiseau volant le plus lourd du monde. Les adultes de cette espèce peuvent peser jusqu'à 13 kg.
Bien sûr, comme on peut l'imaginer, pour soulever ces oiseaux lourds en vol, il faut des ailes très grandes et puissantes, et le cygne chanteur les a précisément, avec une envergure allant jusqu'à 3 mètres. Les milliers de plans d'eau calmes créés par le printemps sont l'habitat parfait pour les groupes de cygnes chanteurs. Après le long voyage de retour du sud et avec la saison de reproduction qui approche, le cygne a une tâche importante à accomplir. Avec sa réputation d'oiseau volant le plus lourd du monde en jeu, il est temps de profiter de l'abondance qu'offre l'Alaska et de manger comme s'il n'y avait pas de lendemain. Nageant paisiblement dans les étangs peu profonds, le cygne chanteur chasse pour ainsi dire toutes sortes de plantes aquatiques, généralement en se penchant et en éclaboussant l'eau. Le cygne profite de chaque gramme de plantes qu'il rencontre sur son chemin, car il mange des feuilles aux racines. De plus, si l'écosystème riche dans lequel ils vivent actuellement leur fournit de savoureux insectes, le cygne ne gâchera pas un tel repas riche en protéines. Mais pour conserver son statut de plus lourd à voler dans le règne animal, il ne s'agit pas seulement de bien manger. Le cygne s'envole occasionnellement de ses étangs et se déplace vers des endroits avec plus de nourriture. Au moment de s'envoler, le cygne émet un son similaire à celui d'une trompette. Il est donc facile de deviner d'où vient son nom. Un autre moment où le cygne chanteur montre son vaste vocabulaire est lorsqu'il se sent menacé par un prédateur. Bien qu'il s'agisse d'un oiseau impressionnant, avec une envergure de près de 3 mètres, le voisinage du cygne chanteur est fréquemment visité par des espèces moncessantes qui rêvent de le voir sur leur table. Tiens. Des intrus comme la loutre de rivière, le carcajou, le loup gris et le grizzly rôdent souvent dans l'habitat du cygne. Pour les éviter, il est toujours préférable de rester en groupe, où 20 ou 30 yeux voient-on plus qu'une seule paire. Lorsqu'un cygne repère un prédateur potentiel, il émet un cri d'alarme et tout le troupeau d'oiseaux est alerté. Si le prédateur n'abandonne pas son intention après avoir perdu l'effet de surprise, le cygne chanteur peut opter pour la violence, secouant la tête et frappant son rival avec ses ailes puissantes. Bien que cette stratégie puisse parfois fonctionner, il arrive que l'équipe de cygnes perde la bataille et voit l'un de ses membres mourir. S'il est vrai que les groupes de cygnes chanteurs peuvent coexister pacifiquement pendant la majeure partie de l'année, lorsque la saison de reproduction arrive, les amitiés se brisent et les mâles deviennent plus agressifs et territoriaux, veillant à ce qu'aucun intrus ne s'approche de la femelle et de son nid. Compte tenu de la taille du cygne chanteur, il est facile de supposer que son nid ne sera pas particulièrement petit. En fait, avec un diamètre allant jusqu'à 4 mètres, il est l'un des plus grands nids parmi les espèces d'oiseaux. C'est pourquoi le couple prend jusqu'à 35 jours pour le construire. Aucun arbre à proximité ne serait capable de supporter une structure aussi gigantesque et, pour le confort du voisinage, le cygne construira la future maison de la famille sur le sol, de préférence aussi près de l'eau que possible pour assurer une source de nourriture proche.
Après un travail ardu, principalement du mâle, et une très bonne alimentation de la femelle pond de 4 à 6 œufs qu'elle devra couver pendant environ 35 jours. Tout comme son nid étant le grand cygne chanteur, nous ne parlons pas exactement d'une ponte facile, car chaque œuf peut peser environ 300 grammes. Étant de bons parents, le couple de cygnes chanteurs assumera la tâche d'élever et de prendre soin de leurs petits, leur apprenant tout ce dont ils ont besoin pour survivre et formant une famille modèle en Alaska. Avec le difficile voyage vers le sud qui approche et un héritage familial à protéger, l'une des premières qu'au soeur leçons sera sur la façon de voler. Alors que le cygne chanteur s'envole en quête de climats plus cléments pour échapper à l'hiver, au large des îles Aléoutiennes, le mammifère au pelage le plus isolant de la planète reste imperturbable dans les eaux glaciales. La loutre de mer n'a pas besoin de migrer, son manteau de fourrure exceptionnel la protège des courants les plus froids toute l'année. Bien sûr, la loutre de mer sait très bien qu'un style audacieux comme le sien nécessite des soins. C'est pourquoi elle passe la plupart de la journée à toiletter chaque partie de son corps. La principale raison pour laquelle, quelle que soit la lecture du thermomètre, la loutre de mer conserve son pelage épais est que, contrairement à d'autres espèces, ce petit mammifère manque d'une épaisse couche de graisse. Par conséquent, il ne dépend que de sa fourrure pour réguler sa température corporelle. Heureusement pour la loutre de mer qui vit dans les eaux froides du Pacifique au large de l'Alaska, l'eau ne sera jamais assez chaude pour que sa fourrure devienne un problème. Bien qu'elle soit capable de marcher sur terre, la loutre de mer ne porte pas ce nom par hasard, car elle préfère passer presque toute sa vie dans l'eau. Avec un camouflage de plongeur parfait, la loutre de mer saute à l'eau et se dirige directement vers le fond marin à la recherche de nourriture. Lors de cette excursion au fond marin, jusqu'à 45 mètres de profondeur, la loutre recherchera ce qui est, pour elle, des apéritifs exquis comme les oursins, les mollusques, les crustacés et même certaines espèces de petits poissons. Avec un besoin de nourriture allant jusqu'à 38% de son poids corporel par jour, la loutre de mer devra passer un bon moment sous l'eau à détecter sa proie potentielle, ainsi que son plus grand prédateur, l'orque. La loutre possède de longues moustaches sensibles qui l'alertent de tout mouvement dans l'eau. Comme elles ne satisferont pas leur appétit avec une seule palourde ou moule, la nature a doté la loutre de tout ce dont elle a besoin pour son mode de vie marin. La loutre a une poche cutanée sous l'aisselle qu'elle utilise pour stocker la nourriture qu'elle recueille à chaque plongée. Une fois qu'elles en ont assez dans leur poche, les loutres remontent à la surface pour profiter des trésors qu'elles ont collectés. Et s'il y a un mollusque avec une coquille, ce n'est pas un problème, car la loutre de mer a l'habitude de transporter une pierre fonctionnelle dans sa poche pour ces cas. En plus de calmer le bruit dans son estomac en mangeant, la loutre de mer joue un rôle important dans la lutte contre la prolifération des oursins le long de la côte. Cela aide à préserver les prairies sous-marines qui remplissent l'écosystème de vie.
Après avoir contribué à la conservation de son habitat, les dents de la loutre sont souvent teintées de violet, après avoir ingéré la teinture causée par l'oursin. Bien que dans le cas des mâles, la loutre de mer pèse jusqu'à 45 kg, c'est le plus petit mammifère marin. Bien sûr, lorsque nous les comparons à des géants comme les otaries, les morses et les lamantins, il n'y a pas grand-chose à débattre. Ce n'est pas un hasard si la loutre de mer a choisi les eaux riches en vie comme son coin personnel de l'Alaska. Même avec l'immensité de la surface à sa disposition, la loutre de mer a des adaptations inégalées en tant que nageuse. Ses pattes arrière, responsables de la propulsion lors de la nage, sont longues et palmées, semblables à des palmes, ce qui lui permet de nager jusqu'à 9 km/h. Ses poumons puissants lui permettent de retenir sa respiration jusqu'à 6 minutes sous l'eau, tandis que son squelette dense l'aide à plonger plus facilement. Après une longue journée de plongée, une loutre de mer peut décider de se détendre davantage et de se laisser simplement dériver par le courant. Grâce à l'air emprisonné dans sa fourrure abondante ainsi qu'à ses grands poumons, la loutre de mer peut flotter sans aucun effort pendant les jours de printemps ensoleillés. Et après avoir passé de longues périodes à nager, il est normal que la loutre de mer se sente déshydratée. À ces moments-là, contrairement à d'autres mammifères, la loutre peut simplement tourner la tête et boire de l'eau de mer car ses reins sont capables de la traiter sans aucun inconvénient. Après sa routine chargée de recherche de nourriture et de plongée sous-marine sur la côte de l'Alaska, la loutre de mer se dirige vers un peu de vie sociale en allant se reposer dans de grands groupes de loutres appelés radeaux. Bien que cela puisse sembler une bonne occasion de fonder une famille, il y a un problème. Dans les radeaux de loutres, elles sont toutes du même sexe. Les mâles ayant l'intention de se reproduire n'ont généralement pas l'habitude de se rendre dans les radeaux et restent plutôt à défendre le territoire en attendant les femelles. Avec des femelles 5 fois plus nombreuses que les mâles, il n'y a aucune raison de se battre pour l'accouplement, de sorte que les loutres peuvent continuer à coexister en paix. Le printemps ne réveille pas seulement l'ours brun de son long sommeil. Au loin, sur les prairies humides de rosée, une autre créature géante profite également de la première chaleur après l'hiver. Sous la lumière fragile du nord, l'orignal d'Alaska marche, un symbole de force et d'une grande adaptation. L'orignal d'Alaska est la plus grande sous-espèce d'orignal au monde. Ces géants peuvent peser jusqu'à 650 kg chez les adultes et mesurer plus de 2 mètres de haut. Étant l'une des espèces emblématiques de l'Alaska, la nature a doté l'orignal d'une couronne digne, représentée par des bois pouvant atteindre 2 mètres d'envergure. Contrairement à d'autres espèces qui trouvent dans l'immensité de l'Alaska un coin spécial pour s'installer, la résilience de l'orignal lui permet de vivre pratiquement n'importe où dans la région, des forêts boréales denses aux pentes glacées de l'Arctique. L'orignal est l'archétype parfait du survivant du climat de l'Alaska.
Pendant les mois d'hiver, grâce à son pelage épais et à sa taille colossale, il maintient une température agréable tandis que le reste des espèces endure le froid rigoureux. Les longues pattes de l'orignal, couronnées de sabots larges, lui permettent de traverser n'importe quel terrain, qu'il soit recouvert d'une épaisse couche de neige ou de boue. Toutes ces adaptations aux basses températures font que l'orignal d'Alaska n'a pas besoin d'entreprendre de grandes migrations, contrairement à des espèces physiquement similaires comme le caribou. Mais les jours de glace sont derrière lui, l'orignal ne voit aucune raison de ne pas profiter d'un printemps agréable. Généralement, lorsque cette saison arrive, l'orignal se dirige vers l'une des milliers de rivières pour profiter de l'écosystème riche qui s'y forme. Après avoir maintenu un régime alimentaire basé sur la mousse, le lichen et l'écorce en hiver, l'orignal est plus que reconnaissant de pouvoir déguster l'herbe et les tendres pousses de saule et de bouleau. Bien sûr, lorsque vous êtes un orignal colossal de plus d'une demi-tonne, le simple fait de goûter quelques branches ne suffit pas. Chaque individu a besoin d'environ 20 kg de foin par jour. Grâce à ses incisives puissantes et à ses gencives, l'orignal peut même manger de la végétation ligneuse dont il parvient à absorber les nutriments. Cependant, pour la manger, il faut d'abord la trouver. N'ayant pas une vision très développée, l'orignal utilise son odorat pour trouver son déjeuner, agissant comme un chien de chasse. Au milieu de sa routine tranquille, à la recherche de feuilles savoureuses, l'orignal peut attirer l'attention de prédateurs audacieux, désireux de chasser un tel herbivore. C'est peut-être l'un des inconvénients de la fin de l'hiver, car auparavant, l'orignal rencontrait rarement d'autres espèces. Le loup, le grizzly et le carcajou sont les principales menaces pour la tranquillité de l'orignal. Bien que la plupart du temps, ils choisissent de profiter de ses longues pattes pour fuir rapidement, parfois, s'il est surpris et n'a pas d'autre choix que de se battre, il utilisera les grandes armes qu'il porte sur sa tête pour attaquer les carnivores gênants. En parlant précisément des grands bois de l'orignal, la taille de ses cornes reflète généralement le régime alimentaire de l'animal. Un orignal bien nourri arbore généralement des bois grands et bien fournis qui servent à dissuader les autres mâles de s'engager dans le combat. Lorsqu'un jeune orignal rencontre un grand adulte avec des bois massifs, il préfère généralement éviter les problèmes qui pourraient en lui causer de graves blessures. Pour l'orignal, il vaut mieux dire qu'il s'est enfui que qu'il est mort ici. Bien sûr, à mesure que la saison de reproduction approche et que vous êtes un mâle désireux de s'accoupler, les affrontements sont souvent inévitables. Les femelles fertiles sont la récompense du gagnant. Dans les batailles, les mâles se poussent avec leurs cornes jusqu'à ce que l'un d'eux décide d'abandonner ou finisse gravement blessé. Avec le pari de pouvoir s'accoupler avec une belle femelle ou de devoir attendre une année entière, les batailles peuvent durer pendant des heures. En plus du risque d'être gravement blessé par les cornes du rival, parfois les cordes se coincent, ce qui entraîne que les deux animaux restent piégés pendant des jours et finissent par mourir de faim.
Bien que ce ne soit pas une fin heureuse pour ce couple de mâles, d'autres ont plus de chance, et leur appel d'accouplement est entendu par la femelle tout en chassant les autres mâles. Ainsi, sans avoir à se battre en duel avec un autre mâle, ils peuvent élargir leur lignée. Après cette aventure romantique éphémère avec la femelle, l'orignal mâle procédera à la mue de ces bois massifs, ce qui correspond à leur perte. Ayant tiré le meilleur parti d'eux pour impressionner la femelle et menacer les mâles rivaux, l'orignal se débarrasse des jusqu'à 36 kg que peut représenter une paire de bois. Avec ce changement de look, l'orignal continuera son chemin, reprenant ce qui sera une routine pas très chargée en Alaska. Cependant, bien que le nombre de prédateurs soit relativement faible sur un territoire aussi vaste, la plus grande menace pour l'orignal ne vient pas de la nature. Chaque année en Alaska, les chasseurs tuent environ 7000 orignaux. Contrairement à d'autres espèces, la chasse à ce géant majestueux est totalement légale, de sorte que sa population diminue progressivement. Une autre menace importante pour la vie de l'orignal est la diminution de son habitat. Avec la construction d'urbanisation dans des zones qui étaient autrefois des forêts denses, l'orignal voit son écosystème modifié, ce qui l'oblige à migrer vers d'autres zones où il y aura peut-être une plus grande présence de prédateurs et de concurrence pour la nourriture. La construction de routes est également un défi pour la vie nomade de l'orignal. Sur les routes nationales de l'Alaska, environ 240 orignaux meurent chaque année dans des accidents de la route. Actuellement, les chercheurs estiment qu'il reste environ 1 million d'orignaux dans le monde, dont l'Alaska représente près d'un quart du total. Bien qu'ils restent un symbole vivant de la terre sauvage, leur avenir dépend de la capacité de l'homme à apprendre à respecter et à protéger la nature que nous partageons. Une autre espèce animale qui a été gravement affectée par les activités humaines est la loutre de mer. En raison de la commercialisation de sa fourrure très prisée, la population de loutres a diminué pendant des années, jusqu'à atteindre le bord de l'extinction. Autrefois, la côte de la côte de l'Alaska abritait jusqu'à 300 000 individus de cette espèce, mais le braconnage les a réduits à seulement 2000 loutres. Le fait que la loutre de mer mange du poisson de grande valeur commerciale a également fait que les pêcheurs lui ont déclaré la guerre, un combat dans lequel la loutre est clairement désavantagée. Un cas similaire à celui de l'orignal est celui du bœuf musqué, où cette espèce a été massacrée par la chasse pour sa peau chaude et sa viande très abondante. Le changement climatique affecte également la vie du majestueux bœuf musqué. Bien que l'Alaska soit célèbre pour ses très basses températures, récemment le thermomètre a dépassé les niveaux normaux, ce qui entrave la recherche de nourriture du bœuf musqué et le rend plus sensible aux maladies. Bien que la taille colossale de l'orque la protège d'une capture inconcevable, le plus grand prédateur du règne animal est également affecté par les changements dans son habitat. La surpêche et la pollution de ses eaux déplacent l'orque de son habitat. Même ces dernières années,
des rapports ont fait état d'individus mourant de faim, car la mer n'a rien à leur offrir pour satisfaire leur appétit. Pour l'ours brun, certaines forêts Gitaang, qui étaient mandées son refuge personnel pour la chasse et le repos, sont devenues inhabitables en raison d'activités telles que la déforestation, l'agriculture et l'exploitation minière. Même les ingénieurs de la nature ne sont pas à l'abri des changements causés par l'intervention humaine dans le riche écosystème de l'Alaska. Pour le castor, les projets de dérivation et de canalisation de l'eau sont ce qui se rapproche le plus d'une condamnation à mort. Lorsque vous avez une espèce qui dépend tant des zones humides pour se nourrir et se protéger des prédateurs, lui enlever le liquide vital, c'est l'abandonner sans rien. Au milieu de toutes les adversités auxquelles les habitants sauvages de l'Alaska sont confrontés, la bonne nouvelle est que tout n'est pas perdu. De la même manière qu'après chaque hiver, les animaux surmontent tout. Leur instinct de survie les pousse à refuser l'extinction. Un exemple clair que cette tendance peu encourageante peut être inversée dans la conservation des espèces est le cygne trompette. Il y a quelques décennies à peine, les rapports indiquaient qu'il ne restait que 70 individus dans le monde. Cependant, c'est la rivière Copper en Alaska qui abrite encore des milliers de cygnes dans ses eaux, servant de sanctuaire pour cette espèce. Après cette découverte, avec l'aide d'agences de la faune, des milliers de réintroductions prudentes ont été effectuées, permettant à environ 50 000 oiseaux d'exister aujourd'hui. À cette occasion, l'écosystème de l'Alaska a servi de refuge à cet oiseau majestueux. La loutre de mer est une autre espèce qui a réussi à remonter la pente dans sa course contre son extinction. Il y a quelques décennies, il ne restait qu'environ 2000 loutres sauvages. Seuls les efforts coordonnés de diverses organisations environnementales ainsi que la promulgation de la loi sur la protection des mammifères marins ont sauvé, du moins pour l'instant, ces adorables mammifères d'une fin imméritée. Bien que la population de loutres de mer n'ait pas atteint son sommet de croissance historique, elle occupe aujourd'hui les 2/3 de son ancien habitat en Alaska. Le piargue à tête blanche est également l'une des espèces qui a échappé à l'extinction grâce au travail conjoint de différentes organisations environnementales et à la résilience de ces oiseaux de proie. Depuis que le pigargue à tête blanche a été déclaré espèce protégée, le nombre d'individus en Alaska n'a cessé d'augmenter, remplissant le ciel d'oiseaux impressionnant, signe de force et de liberté. Actuellement, environ 40 000 d'entre eux vivent en Alaska, ce qui en fait l'un des endroits au monde avec la plus forte densité de pigargues à tête blanche. Même avec les dommages causés par le changement climatique et d'autres activités humaines en Alaska, cette nature sauvage est toujours considérée comme une oasis pour la vie animale et un refuge pour des centaines d'espèces. De la même manière que ces espèces font preuve de courage face aux conditions climatiques les plus extrêmes et aux prédateurs les plus violents, elles luttent quotidiennement pour survivre, faisant face aux changements qui se sont produits dans leur écosystème.
C'est aussi grâce à l'immensité des ressources naturelles de l'Alaska que cet écosystème est capable de protéger ses habitants sauvages, minimisant l'impact du changement climatique. Les plus grands défis futurs pour la conservation des espèces animales de l'Alaska pourront commencer par la réduction de la déforestation, un acte qui déplace des milliers d'animaux chaque année. Le contrôle de l'impact des activités industrielles telles que l'exploitation minière et pétrolière, qui laissant une marque indélébile sur les écosystèmes, et la réglementation de la chasse aux espèces sauvages peut être l'une des tâches les plus exigeantes qui nécessitera la participation active de la population. Comme l'ont démontré des espèces comme le cygne-trompette, avec des efforts conjoints et une pleine conscience de la faune sous 0 degré qu'abrite l'Alaska, il est possible de préserver le majestueux royaume blanc de ces espèces du nord de la planète. Avez-vous aimé découvrir les histoires de lutte et de survie des animaux en Alaska ? Alors ne partez pas sans laisser votre j'aime. Si vous souhaitez également soutenir la chaîne dans sa mission de sensibilisation à la conservation de la faune, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Sinon, à la prochaine fois avec d'autres histoires d'animaux.